professeur. Je remercie le comité scientifique et le comité d'organisation pour cette belle journée riche de savoir et de connaissances, aussi de partage. Donc, j'ai quelques petites questions par rapport au volet des incitations étatiques de promotion de l'investissement, présenté par Madame Imen Krichi. Donc, ma question qui se pose, quel est le rôle de l'État en matière de subvention d'investissement, surtout par rapport aux contrats de performance écosystème qui ont été lancés par le ministère de l'Industrie? On remarque que c'est un rôle vraiment limité en matière de financement, surtout des fonciers. Parce que les industriels qui veulent mettre en place un projet d'investissement ou unité d'extension, donc on remarque qu'il y a un financement à hauteur de 80%, alors que le foncier, il est justement de 20%. On ne peut pas mettre en place une unité industrielle sans financer le foncier, l'aménagement et la construction. Aussi, lors des distributions des primes de financement, on remarque qu'il y a une réelle contrainte liée au paperasse administratif. Souvent, les administrations publiques marocaines demandent beaucoup de paperasse administrative pour les dossiers de subventions, etc., comparativement aux pays émergents comme la Tunisie ou la Turquie, par exemple. Et ça va limiter bien sûr l'investissement. Et quand on dit limitation de l'investissement, donc limitation de la création d'emplois, que ce soit direct ou indirect, et bien sûr limitation des paiements de l'impôt, que ce soit au niveau de l'IS ou bien de la CNSS. Pour les fonds de développement industriel qui ont été lancés en 2015, il faut savoir qui ont été lancés en 2015 et jusqu'en 2019, aucune prime, aucune subvention n'a été débloquée aux entreprises industrielles. Je cite par exemple le secteur du textile et d'habillement. Donc il y avait des projets d'investissement qui ont été lancés en 2015. Aujourd'hui, on est en 2019 et aucun déblocage de primes n'a été débloqué pour ces industriels. Donc la question qui se pose, pourquoi? Pourquoi ce retard? Concernant les organismes de financement et de subvention, nous remarquons qu'il n'y a pas une coordination réelle. Vous allez trouver par exemple le Maroc PME qui est l'ancien LAM PME, ou bien la BIRD, le GIAC, la PME logistique, le ministère de Commerce et Industrie ou même le ministère de Commerce extérieur, qui ont lancé plusieurs programmes de subvention au niveau des investissements à l'export, des investissements matériels ou immatériels. Donc ces programmes, on remarque qu'il n'y a aucune coordination entre ces institutions de financement qui relèvent du ministère de Finances, et puis qu'il ne prend pas en considération l'avis des professionnels, des gens des terrains issus de la réalité et des contextes marocains. Également pour les programmes de labellisation, vous allez trouver la catégorisation fiscale, la catégorisation douanière, la catégorisation sociale en cours d'être élaborée par l'administration de la CNSS, et donc pas de programme de labellisation commun. Vous allez me dire peut-être la catégorisation commune lancée par la DGI, la DDI, mais elle n'a pas donné de bons fruits. Justification, l'intervention de la banque dans le process qui prend minimum 3% d'intérêt. Et merci. Bon, j'ai une idée à partager, ou deux idées à partager au niveau des grands équilibres. D'abord, au niveau de l'équilibre intertemporel des revenus et de la consommation des ménages. Il y a deux types de ménages, surtout dans le cas du Maroc, ceux qui épargnent et qui ont progressivement plus de revenus, et il y a aussi le contraire, des ménages qui consomment plus que leurs revenus. Surtout les dernières décennies où la politique monétaire a permis la facilité des crédits, surtout à la consommation, dans la mesure où, là je passe à la deuxième équation de l'équilibre macroéconomique entre le compte courant, en termes de compte courant de l'État, du budget de l'État, composé essentiellement de la consommation. C'est pour cette raison qu'on accorde progressivement des facilités, parce qu'elle est principalement imposée à la source. Je ne vais pas entrer dans le détail de la taxation, qui généralement n'entre pas dans
bon, elle entre, mais indirectement, dans l'équation d'équilibre. Ce qui, les éléments ou les agrégats de droite, c'est essentiellement C fois Y moins, plutôt C moins, c'est-à-dire le revenu disponible, ce qui reste. I, l'investissement. On sait très bien qu'au niveau national, l'investissement est très faible. C'est quelques lobbying qui ont eu, si vous voulez, l'occasion d'accumuler du capital après l'indépendance. Donc on ne compte pas sur l'investissement local. Nous avons l'exportation. Bon, il y a toujours une promotion des exportations. Donc, entre ces différents agrégats, donc l'État ne peut compter sur une croissance équilibrée comme l'a été proposé M. Arab, parce que si on est sous-développé, c'est parce qu'on ne peut pas investir dans tous les... C'est-à-dire il n'y a pas la possibilité d'investir dans tous les secteurs. Et c'est pour cette raison qu'il y a, comme l'a dit madame, qu'il y a un certain nombre de priorités, c'est-à-dire en ce qui concerne un certain nombre de secteurs. Donc l'investissement n'est pas spontané, aléatoire, mais bien dirigé en fonction des grands objectifs stratégiques qu'a visé l'État depuis les dernières décennies, ou le dernier gouvernement sous Sa Majesté Hassan Mohamed VI. Bien sûr qu'il y ait une continuité, non pas une discontinuité. Il était bien préparé pour que l'infrastructure économique et sociale puisse avoir bien lieu pour attirer, et c'est pourquoi que je remercie madame qui a soulevé un benchmarking vis-à-vis des grands pays qui ont, si vous voulez, qui sont sur la scène internationale en termes de mobilité et d'attraction des IDE, où le Maroc ne doit pas échapper, vu sa vision stratégique. Et donc, le problème principal, c'est de comment faire de dépenses publiques une bonne infrastructure économique et sociale pour que les IDE et également de mobiliser l'épargne, parce que l'épargne des uns, c'est le déficit des autres au niveau des ménages. Donc on ne compte pas sur le gouvernement pour financer quoi que ce soit, mais sur le déficit budgétaire. Parce que le déficit budgétaire, ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose comme on le pense. Mais parce que le multiplicateur des dépenses publiques est égal à celui des investissements. Donc il va remplacer directement la carence en termes des investissements nationaux. Et merci. Donc rapidement, j'aimerais seulement revenir sur la présentation de M. Jnah, cher professeur, sur la question je disais, de système. Parce que d'ailleurs, c'est le système, le système capitaliste, en quelque sorte, qui génère ce qu'on appelle ces modifications en termes d'intervention, non-intervention. D'ailleurs, vous avez déjà évoqué ça, avec ce qu'on appelle les réformes de Chen Reagan en 1976 avec Churchill. Bien sûr, nous avons dans un premier temps ce qu'on appelle la crise de 1929. C'était une crise, bien sûr, de la non-interventionnisme de l'État. Par la suite, les solutions, en quelque sorte, de John Maynard Keynes, c'était plus précisément que l'État doit intervenir, ainsi de suite. Donc, et par la suite, à partir de 1976, éventuellement, on a fait le non-interventionnisme, ainsi de suite. Donc, et en 2008, c'était une crise de la non-interventionnisme de l'État. D'ailleurs, vous avez déjà évoqué ça, que l'Amérique a fait des politiques purement interventionnistes. Il a généré ce qu'on appelle plus de 250 milliards de dollars de General Motors et bien sûr d'autres, je disais, dans Bank of America pour redresser en quelque sorte l'économie. Donc d'ici, nous sommes dans une politique purement interventionniste par excellence. Donc d'ici 2000X, on va tomber dans ce qu'on appelle l'excès de l'intervention de l'État dans la sphère publique. Éventuellement, maintenant même les économistes d'aujourd'hui, ils ont ce qu'on appelle une vision prévisionnelle que en 2000X, éventuellement, on aura une crise de l'excès de l'intervention de l'État et éventuellement, on va bien sûr renoncer à cette intervention. Et c'est pour cette raison même le prix Nobel de 2017, c'était Jean Tirole,
son ouvrage intitulé « Le marché entre le mythe et la réalité », il a évoqué cette question que le capitalisme porte en lui le gène de l'autodestructeur. Et je pense que les questions de l'impôt, le civisme fiscal et tout cela, dans un emballage purement capitaliste, donc si on veut réellement changer ce qu'on appelle le paradigme et changer cette philosophie, il faut repenser le système. Parce que les questions subsidiaires, ce sont des questions, pour moi, sincèrement, ils ne vont pas faire l'affaire dans un cadre purement qui n'est pas correct, à savoir c'est le système capitaliste. Merci. Merci, cher collègue. Alors, j'ai deux petites questions. Vous avez donc parlé de beaucoup de choses, c'est pas évident de faire la synthèse de toutes les informations. J'ai remarqué que parfois, j'arrive à observer quelques petites contradictions entre parfois les intervenants. Alors, monsieur l'intervenant de la deuxième intervention, il va parler un petit peu de la culture fiscale au Maroc. Vous avez dit que c'est une culture très faible, que les gens ne paient pas d'impôts parce qu'ils ne savent pas peut-être où va cet impôt. C'est-à-dire, en fin de compte, il doit payer l'impôt pour en bénéficier, bien sûr, pour ses acquisitions, etc. Alors, donc la question est adressée donc à monsieur intervenant 1. Est-ce que le ministère des Finances ne fait pas des politiques de sensibilisation? Qu'est-ce qui est fait en fin de compte pour amener les gens à payer l'impôt? Donc c'est peut-être votre travail, le ministère. Donc comment se permettre, donc, à travers des politiques de sensibilisation, à travers des politiques qui devraient amener les gens à payer l'impôt, pour développer un peu cette culture de savoir que l'impôt c'est quelque chose qui est bénéfique pour tout le monde, et pas seulement pour celui qui paie l'impôt. Voilà. Alors, une deuxième question pour M. Crash. Vous avez, cher collègue Crash, vous avez donc utilisé un terme un peu gros, le capital social. J'aimerais savoir un peu de quoi il s'agit et qu'est-ce que là, ce concept avec votre intervention sur la philosophie de l'IR. Et pour le tableau que vous avez montré à la fin, donc sur les taux d'impôt, bien que je ne suis pas un grand fiscaliste, je pense qu'il n'y a pas mieux que cette méthode. Si votre revenu est dans la tranche 3, ce n'est pas le taux de la tranche 3 qui va être appliqué sur tout le revenu. Il va être appliqué sur la marge, sur le supplément. Donc on applique c'est progressif. C'est-à-dire que vous allez être payé pour la partielle inférieure. Ben, si vous avez un plus par rapport à votre précédent, vous appliquez le 30%. Donc, on ne va pas appliquer 30% sur un salaire de 130 000 et 20% sur un salaire de 45 000. On ne peut pas imaginer ça quand même. Donc voilà donc un peu les petites questions. Je vous remercie. Si on va tourner donc un petit peu dans un contexte philosophique, donc c'est la philosophie du développement. Donc qu'est-ce qu'on cherche à travers les différentes parties prenantes réunies sur cette thématique? Donc on cherche un modèle. Quel est le modèle le plus adéquat, ou quelle est la politique, plus précisément, économique, adaptable pour ce pays? Partons de la réalité. Selon Cardor, les objectifs, un taux de croissance économique faible, déséquilibre, balance des paiements, taux de chômage élevé, et voire inflation. Donc, selon les réalisations ou bien les résultats actuels, des modèles adoptés aujourd'hui par le Maroc, on n'arrive même pas à réaliser l'un des objectifs. Donc où est le problème? Est-ce qu'on va revenir sur la théorie, les soubassements théoriques, les deux modèles de relance économique
ayant des effets d'entraînement sur le restant des objectifs du carré magique, soit le modèle keynésien, la relance par la demande, donc encourager la consommation, voir les effets, ou bien par le modèle de John Baptiste Say, c'est le fondateur du libéralisme, donc c'est relance par l'offre, l'offre crée sa propre demande, ou bien chercher un modèle équilibré, tout en épuisant les deux modèles en respectant les spécificités de notre pays avec les objectifs. Merci. كانش عندي شي اسئله موجهه مباشره ولكن نجاوب على واحد المساله وي في دقيقتين استاذتي الطبقات المتوسطه والضغط الجبالي. انا ربما الاستاذ جمال عنده هناك كثير ما يقال اللي نقدر نقول لكم. انا راه كان شار لها الزميل ديالي كذلك واحد المفارقه عجيبه في النظام الضريبي المغربي، انك كتلقى الاطر ولا الطبقات المتوسطه ولا خدينا النموذج ديال الموظفين العموميين. إلا ناخذ معايا مثال ديال الجانب الاستاذ جامعي انه كيؤدي ضرائب اكثر مما قد تؤديه شركه واكثر مما قد يؤديه القطاع الحر. نعطيك مثال، مكتب محاماه، خذ صيادله، خذ كلينيك بريفي. انت كموظف ديال ايشيل 11 ولا انت كاستاذ جامعي كتخلص الضريبه على الدخل اكثر من هذه، وهذه من مفارقات النظام الضريبي المغربي، خصوصا هنا الناس اللي كيخضعوا الضريبه على الدخل وفق النظام ديال التصريح. الاشكال هو انك انت كموظف وانت كطبقه متوسطه كتقطع لك من المنبع وما عندكش مجال انك تهرب فيها، والاخر عنده مجال انه يديكلاري ديكلاراتيف تصريح كيجي في اخر العام وكيديكلاري. راك نتوما عارفين الطريقه اللي كديكلاري بها اغلب الشركات ولا اغلب المشتغلين في القطاع الخاص. العداله الضريبيه، كيف يمكن للضريبه ان تكرس عداله ضريبيه؟ اذا بغينا نهضروا على المفهوم ديال العداله الضريبيه باعتبار انه بغض النظر انه واحد القاعده عامه، واحد الفكره، واحد الجمله كان كيقولها جاستون جيز، كيقول لك الضرائب كالاحذيه. نعطيكم اللغه العربيه، هي الضرائب كالاحذيه، الجديد القديم منها اقل الما. معنى الضريبه بحال داك الصباط القديم، ملي كتشري صباط جديد كتعذب معاه، كيدوز واحد المده كتولف به. هذه هي لي زامبو، هذه راه مقوله شهيره ديال جيز. معنى اخر، ما كايناش واحد مفهوم ديال النظام الضريبي عادل هكا نموذجي غادي نقولوا غادي نجيبوه من هذه البلاد ونطبقوه هنا راه نظام ضريبي عادل، وانما كاينه مقومات. كيفاش نقدروا نديروا مقومات نظام ضريبي عادل؟ العداله الضريبيه كتقتضي اعاده توزيع العبء الضريبي اللي هضرنا عليه، ما نبقاش مراهن على واحد فئه معينه هي اللي نزل عليها بالضغط، وفئه واحده اخرى اما اعطيها امتيازات او عندها طرق ديال التهرب. العداله الضريبيه كتناقض مع المنطق ولا منظومه ديال التقادم الضريبي، لا بريسكريبسيون اللي شار ليه الزميل ديالي في العرضيه. والعداله الضريبيه كتناقض مع ما يسمى بالنفقات والامتيازات الضريبيه. راه ما يمكنناش نبقاو غير نعطيو امتيازات ونفقات غير حيت كاينه واحد اللوبي كيضغط غادي نعطيوه امتيازات. خصنا نكون عندنا واحد راسيوناليزاسيون ديال هاد لي ديبونس فيسكال ولا ديال هاد الامتيازات الضريبيه. الامتياز مقابل ماذا؟ واش عنده شي واش كنعطيك انت امتياز، واش كتعطيني شي قيمه مضافه في النظام الاقتصادي الوطني، اولا غير كنعطيك امتياز حيت انك ما عطيتكش هاد الامتياز تقدر تعرقل لي العمل بمجموعه من المسائل، يا اضرابات يا خذ النموذج اللي كنهضر عليه زميلي. هذا فقط ما اريد اقوله سادتي، وشكرا لكم. استاذ جناح. شكرا استاذ الفضيله، شكرا التفاعلات ديال الاساتذه والطلبه الاعزاء حول الموضوع ديال النظام الاقتصادي الجديد او النموذج التنموي. بالنسبه للاسئله هناك سؤال pourquoi les impôts ne favorisent pas la justice
fiscale, le civisme fiscal, la classe moyenne, le nouveau rôle de l'État de M. Fouad Barrada, la question qui a été posée. Donc أنا غادي بعجالة غادي نحاول نجاوب نكمل ما جاء على اللسان ديال رئيس المنتدى ديال الباحثين بأن العدالة الجبائية أو سن واحد ولا إرساء واحد المواطنة جبائية ولا ثقافة جبائية أستاذ، بأن المواطن يولي يحس أنه أمام واجب وطني وليس أمام عبء أو ثقل ضريبي. حيت هنا كاين بزاف ديال المتدخلين. المتدخل الأول هو خصنا هو واش النص الجبائي واش نص سليم واش نص ما فيش تأويل. إذا هنا لأن التطبيق ديال السياسة الجبائية عبر جهاز تنفيذي ألا وهو مرفق عمومي ألا وهو الإدارة الضريبية. إلى أي حد استطاعت الإدارة الجبائية أن تستجيب أو لا تحقق الأهداف ديال السياسة الجبائية، لأن كاين هنا ما يسمى بدرجة التأثير والتأثر. راه تقدر تكون عندنا نص جبائي مزيان وإدارة ضريبية عيانة ما غاديش نوصلوا للأهداف، والعكس ثاني يمكن يكون عندنا إدارة ضريبية فعالة ونص جبائي. في هذا الصدد هناك عمل ومن بين الاعمال اللي تتصر عليها دابا وزاره الماليه يمكن يقاسموني الاخوه اللي في المنتدى، هناك اعاده صياغه المدونه العامه للضرائب. هناك راه كاين واحد المشروع ديال اعاده الصياغه ديال المدونه العامه ديال الضرائب. هو الاداره الضريبيه خصنا نزيدوا من الفعاليه ديالها عبر التقويه بما يسمى عند السلطات والسلطه ديالها وهي المراقبه الجبائيه. خص تكون عندنا مراقبه جبائيه مبنيه على المخاطر، لان ما خصش تكون عندنا مراقبه جبائيه اللي عندها هدف سياسي. هذا يترشح في الانتخابات غنديروا ليه مراقبه جبائيه. خص تكون عندنا مراقبه جبائيه علميه وفعليه ومبنيه على المخاطر. خص البرلمان السلطه الجبائيه الى اي حد هذه السلطه التشريعيه ديال البرلمان، لان لو بارلمون جينا نشوفوا في التاريخ ديال لان لو بارلمون سي لو فيس دو لامبو. راه بالبرلمان راه بالضريبه واش ولا البرلمان. اذا واش هذا البرلمان واش عنده واحد السلطه في مراقبه القوانين الجبائيه ولا عنده سلطه محدوده؟ ثانيا المشكل اللي وقع وهو هذا الملزم واش، لان المشكل خص تكون عندنا التدبير ديال الجبايه تيكون تدبير مرتكز على النتائج، لان الملزم فاش ما تيحس هو بواحد الحيف لان تيشوف لا التوزيع ديال العبء الضريبي ولا الضغط الضريبي بانه توزيع غير عادل، وحتى في التوزيع حتى في سياسه الانفاق في لي ديبونس بيبليك تيحس بانه حتى هو راه ما تيستافدش من اذا هذه كلها امور لابد من اعاده النظر في الاداره الضريبيه، لابد من اعاده النظر في النص الجبائي، لابد من إعادة النظر في الدور الجديد للدولة. خصنا الدولة تكون عندها واحد سن باش يكون واحد الأمن جبائي، خص تكون عندنا سن سياسة جبائية بنيوية وليس ظرفية، وخص تكون واحد حكامة القرب بالنسبة لتنفيذ البرامج باش المواطن تحس. لأن في مثلا في إنجلترا ولا في الدول المتقدمة كاين جوج الحوايج اللي ما تيهربش منهم الإنسان، هي الموت والضريبة. حنا هنا بلاد ما تيخلصش الضريبة وإلي فيها، هنا ما يخلصش الموت الضوء اللي فيها، ما يخلصش الضريبه واللي فيها. اذا خص تكون استحضار المواطنه، الحس الوطني. وشكرا. اتفق مع الاستاذ خالد اننا كنا نناقش هذا الصباح مجموعه من الاجراءات ذات طابع تقني الصرف، الميزانية، الضريبة، الصرف وغيرها، ولكن هذه القضايا كلها ذات بعد أو ذات حمولة فلسفية سوسيولوجية وسياسية. وللإجابة عن أين مشروع إنسان مغربي محدد، شكون هو الإنسان المغربي؟ فهمتي؟ وشكون هو المشروع المجتمعي اللي كنطمحوا له؟ عاد نحدوا النموذج التنموي والإجراءات التي ينبغي اتخاذها. وشكرا. J'aurais souhaité porter plusieurs réponses à plusieurs questions. Désolé, je serais désolé pour M. Jim, pour notre étudiant aussi qui a posé une question vaste, trop vaste, mais intéressante. Alors je vais généraliser un peu. Souvent les États ne savent plus où ils sont aujourd'hui. Ils puissent dans des concepts hétérogènes. Il y a une panique, si vous voulez, sur le plan théorique. Mais pour te résumer, je me résume, je ne résume pas la réalité. Le trend socio-économique
a été orienté de telle façon au Maroc que le consommateur est sacrifié au producteur, que le salarié ou titulaire de revenus et de capitaux ou de retraitement, l'IR par exemple, qui devant contrebalancer l'effet régressif de la TVA, mais aussi des accises, des essais de répercussion de l'IS, etc., n'a pas suffisamment répondu à cette immense attente sociale. Professeur Abouhamd a énoncé le nom d'un économiste que j'aime beaucoup, Nicolas Cardin, qui, dans un ouvrage de portée révolutionnaire, Impôt sur les dépenses, a envisagé de substituer un impôt sur le revenu, un impôt assis sur les dépenses, sur toutes les dépenses effectuées par chaque contribuable, par tous les consommateurs, un peu trop loin dans la philosophie des choses. Les philosophes grecs, par exemple, les anciens épicures, les Crèces, etc., surtout les Crèces, on a un petit ouvrage de Rorom Natura où il a dit tout, carrément tout, y compris l'impôt. Le cosmos est organisé selon un certain ordre. Et notre petite fiscalité est un élément humain de cet ordre. Et je vous laisse imaginer le reste. Merci. Alors, pour la question de l'investissement, je vais reprendre sur une enquête qu'on avait faite d'Aftercare. C'est une enquête de satisfaction vis-à-vis d'un certain nombre d'investisseurs pour savoir pourquoi vous venez au Maroc, pourquoi le Maroc et non pas un autre pays. Pourquoi vous investissez au Maroc? Alors, si je me rappelle bien, la première raison, c'était la stabilité politique. Deuxièmement, c'était le maintien du taux de croissance en dépit d'une conjoncture internationale un peu difficile. Troisième point, c'était, surtout pour les Européens, c'était la position géopolitique du Maroc. Et en quatrième point, venaient les incitations étatiques. Puis vient la qualité de la main-d'œuvre et autres. Il y avait cette... Mais pour dire que les incitations étatiques, certes, sont importantes pour un investisseur, mais quelles que soient les incitations qu'on peut lui donner, s'il n'y a pas une stabilité politique, un climat propice, ils ne viendront pas investir chez nous. Alors, pour le Maroc, il y a, comme je l'ai déjà mentionné vis-à-vis du benchmark, il y a une concurrence aride en matière d'attractivité des IDE. C'est pourquoi ce volet, il est un peu moins médiatisé que les autres chantiers de climat des affaires, doing business. Pourquoi? Parce qu'il y a problème de surenchère en matière d'attractivité des IDE. Je vous donne un exemple que mes collègues connaissent très bien. Alors, si le temps où le Maroc a investi en Tangémet, Renault est venu en Tangémet, en Algérie, il y avait Renault Symbole. Alors là, il y a des surenchères entre les pays d'accueil. Si on dit les Algériens savaient combien d'incitations étatiques on avait accordé à Renault, elle va lui accorder davantage pour qu'il s'installe chez elle. La même chose, là, il y a des surenchères entre les pays d'accueil. Chacun essaie de séduire le maximum d'investisseurs. D'un autre côté, les investisseurs, les IDE eux-mêmes profitent de la situation. Par exemple, j'ai donné tout à l'heure l'exemple Renault-Peugeot. J'ai dit que Renault, c'est juste l'assemblage. Peugeot va aller plus loin, c'est la création de moteurs au Maroc. Bombardier, c'est le début de l'aéronautique au Maroc. C'est l'image de marque et tout. Alors, si Peugeot savait combien on a accordé à Renault, elle va dire, tiens, moi, je mérite plus d'incitation puisque je vais investir plus. Bien sûr, je ne dis pas qu'ils ne savent pas puisqu'ils sont des multinationales qui ont la veille stratégique, l'intelligence économique et tout, ils ont leur propre moyen. Mais d'une façon officielle, on ne communique pas sur les incitations étatiques. C'est pour éviter ce chantage que peut être fait par les investisseurs. D'un autre côté, il y a la question ça rejoint ce qui a été avancé par Atman, question des programmes gouvernementaux. Alors là, quand il a parlé de programmes, parmi les critiques que je peux faire pour la loi organique des finances, c'est qu'il y a des programmes par département.
programmes du ministère des Finances, il y a des programmes qui sont présidés soit par le responsable du programme, soit le secrétaire général, soit un directeur central. Mais on n'est pas arrivé au point, par exemple en France, il y a les programmes interdépartements. Alors là, au niveau du ministère des Finances, on a programme investissement, promotion de l'investissement, qui trouve les 4 directions, le budget, الضرائب, la douane, وحنايا الدومين. وزارة الصناعات هي عندها mais il n'y a pas de la fédération des synergies. Chaque département travaille dans son îlot tranquillement, il n'y a pas cette relation interconnectés entre les départements. Donc, il y a aussi question du système d'information. Au niveau du ministère des Finances, le suivi et tout, on a des systèmes très sophistiqués. Et tout, mais l'interface entre les différents systèmes, c'est ça ce qui manque. Pour que la fédération de synergie soit propice pour l'investissement, mais qu'il y ait l'interface entre les systèmes et les programmes eux-mêmes. Je reviens au point de la refonte de la charte de l'investissement. Qu'il n'y a pas une vision commune des directions. Par exemple, pour l'AMDI, qui est sous tutelle du ministère de l'Industrie, quand tu vas sur l'éligibilité, 150 millions de dirhams, je vais te 100 millions et tout. Parce que ça n'engage en rien. Je connais qui c'est le ministère des Finances. Parce que la promotion de l'investissement, c'est le marketing ou B2B, business to business et tout, c'est ce qui l'intéresse. Mais le ministère des Finances, que ce soit le fonds de développement industriel d'investissement ou les exonérations et tout. Alors là, كان مع لوكاج l'unité centrale des affaires juridiques درنا une commission au niveau du ministère des Finances. On a dit قبل ما ديروا هاد باغيين تهبطوا ولا شوفوا étude d'impact. ما دارتش une étude d'impact من 95 بدي بدات لا شارج de l'investissement دابا اش ربحنا بهاد لي انسيتاسيون و اسكو سي بينيفيك نعاودوا ابار البنش مارك اللي دار ان ايفور بيرسونيل ديال المينيستير ما كانش une étude d'impact pour voir واش احنا غاديين في لو بون سونس ديال l'attractivité des idées ولا يعني كنعطيو des incitations gratuitement sans نربحوا on arrière-plan des avantages. Le dernier point هو ديال les P2I. Parlons des P2I, هو المينيستير تاع l'industrie كندوزو لهم les plateformes industrielles intégrées. يعني كنعطيوهم اللاند كياميناجيوهم comme j'ai dit. Il y a monopole ديال les aménageurs كاين غير 3 TMSA العمران و CDG ديال مازال ديال CDG. Là كيداروا les P2I et après on accorde les usines انهم يحلوا في بلايص tout près à 1 kilomètre là les P2I. Voilà, je donne donc les P2I. Normalement, les stratégies des départements ministériels, ils doivent imposer les P2I au niveau national. Soit les agropoles ou les technopolis ou les Kenya au niveau national, le taux de l'utilisation de la valorisation il est encore faible. Mais c'est un effort comme les incitations. C'est au niveau des départements ministériels qui vont en bénéficier, les investisseurs on installent les P2I. Je crois, donc je m'arrête là. Donc il faut applaudir aussi. D'accord, je vais être très concis. Concernant le bouclier fiscal, كاين واحد لاكور ديال لافير نحيلك عليها باش تشوفها هي اللي بحال كترجم داك المعنى ديال تخون امبو تو دامبو يعني يمكننا نامبوزيو جوسكا كيل بوين خصنا نحبسو كاين واحد لو بوين دوبتيمون اللي خصنا نحبسو فيه كاين واحد السؤال ديال التي في كريدي دو تي في ما فهمتوش الا ممكن تغو فورمولي غير À propos de la TVA, j'ai dit ça reste toujours la question sur ces taux et son impact sur les crédits d'impôt et sur le pouvoir d'achat des classes moyennes. ما درتش كريدي Non, صافي اخر ريبونس هي repenser le système. Repenser le système يعني le nouveau modèle de développement اللي جينا نهضروا عليه تhéoriquement خصنا نعاودوا لو سيستيم كامل علاش غنديروا لو موديل دو كروسونس اللي حنايا غاديين فيه دابا basé sur quoi? Basé sur la valeur ajoutée. Donc le taux de croissance qui تحسب على la valeur ajoutée ديال العام اللي فات مع la valeur ajoutée ديال هذا العام. Le taux هو الفرق بيناتهم. ولكن حاليا في هذا العام اللي كنشوف فيه دابا
شكون هما لي بيي اللي كيديروا 2 chiffres de croissance؟ هما لي بيي افريكان. علاش؟ حيت عندهم اون مارج دو مانوفر اللي يقدروا يلعبوا عليها. باكونتخ ملي كنهضروا على مثلا لوروب عندهم اون كاليتي في زوينه، ولكن لو تو دو كرواسونس ديالهم اللي داروا غير 2% راه كيكونوا فرحانين. الوغ فوالا الوغ بور موا لو سيستيم كامل ديال لا كرواسونس راه خصنا نعاودو، لانه واحد الوقيته غنبقاو كرواسونس ديجا لارجون كي سيركول زعما في السيركوي ايكونوميك مونديال راه فيكتيف، يعني واحد النهار يقدر يطيح السيستيم. هادو هما لي غومون اللي عندي. ميرسي بوكو. Donc je crois qu'on a fait le tour d'horizon. On vous remercie. Arrivons à la fin de cette première moitié de la journée, donc la matinée. Inch'Allah, نتلاقاو موعدنا vers 14h30. Inch'Allah. On vous remercie.